En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le philosophe Robert Redeker qui sera avec nous en direct de Toulouse et le journaliste Jean-Baptiste Forêt. Et nous parlerons à quelques heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Nous parlerons football, mais sans doute pas d'analyse technico-tactique, plutôt des analyses politiques, des analyses de société, puisque le football est bien plus que du football. Nos deux invités sont passionnés de ballon rond. Robert Redeker est l'auteur de Peut-on encore aimer le football aux éditions du Rocher, paru en 2018. Jean-Baptiste Forêt a écrit Au cœur du grand déclassement, la fierté perdue de Peugeot-Sochaux, paru l'année dernière aux éditions du Cerf. Un très beau livre qui évoque les liens entre le monde ouvrier et le monde du football, et plus particulièrement entre Peugeot et le FC Sochaux. Le club a appartenu pendant près d'un siècle à l'entreprise automobile avant d'être brutalement vendu au début des années 2000, venant entériner le déclin d'une industrie, d'une ville, mais aussi le déclassement d'une certaine France ouvrière, populaire et aimant le foot. Une éventuelle victoire à la Coupe du Monde de la France peut-elle vraiment enrayer le malaise et le déclassement français ? Le sport populaire qui était le football est-il devenu un symbole de la mondialisation marchande ? Le ballon rond révèle-t-il les fractures françaises ou permet-il l'unité nationale ? Tout de suite sur Sud Radio, les réponses de Robert Redeker et Jean-Baptiste Forêt en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Jean-Baptiste Forêt, Robert Redeker, bonjour. Bonjour. Nous sommes à quelques heures de cette finale France-Argentine. Commençons quand même par nous réjouir de cette présence en finale. Vous allez suivre le match, Jean-Baptiste Forêt ? Ah oui, évidemment, j'ai pas manqué un match des Bleus depuis un France-Canada de 1986. J'avais à l'époque 10 ans, je n'avais pas eu le droit de le voir parce qu'il passait en pleine nuit. On était au Mexique à l'époque. Robert Redeker, je suppose que vous allez être devant votre écran de télé ce soir. Oui, malgré les réticences que certains ont pu formuler sur l'organisation de cette Coupe du Monde, il y a très longtemps que je regarde Je crois que la première Coupe du Monde à laquelle j'ai assisté, c'était celle de 70 au Mexique. Vous voyez, le Brésil était merveilleux à l'époque. Et bien entendu, j'ai regardé beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde. Et cette finale, je l'attends et je suis d'ailleurs persuadé que... vous savez, je suis d'une génération... j'ai été adolescent dans la fin des années 60, puis dans les années 70, où il était impensable que l'équipe de France se qualifiât pour une finale de Coupe du Monde. Et alors, si l'on m'avait dit à l'époque qu'un jour l'équipe de France aurait 2 étoiles, qu'elle participerait à 4 finales en 20 ans, j'aurais crié au fou. J'aurais appelé les infirmiers psychiatriques pour un placement obligatoire. Oui, justement, on va parler de cette évolution de cette équipe de France qui est sans doute plus forte que par le passé, mais moins romantique. Vous avez commencé, Robert Redeker, par dire, malgré les critiques sur cette organisation de Coupe du Monde au Qatar, on a beaucoup parlé de boycott avant la Coupe du Monde, mais j'ai l'impression que le football est plus fort finalement que la politique. Vous avez raison. D'abord, le football est plus fort que l'idée de boycott. Alors, plus fort que la politique, oui et non. Il est quand même politique dans son essence et l'organisation de cette Coupe du Monde, c'est un fait politique. Si l'on voulait donner, et c'eût été justice, la Coupe du Monde à un peuple d'un autre continent que l'Europe ou l'Amérique du Sud, on aurait pu le donner au Maroc. C'était mérité que le public marocain, que le peuple marocain ait la Coupe du Monde chez lui. Mais au Qatar, dans un désert, dans un pays qui n'a pas de tradition footballistique et pas de public footballistique véritable, dans un pays dont on peut se demander ce qui le constitue, parce que je crois que 10% seulement de la population est le peuple, entre guillemets, qatari. 10% seulement de la population est citoyenne du Qatar. Donc tout cela, ce sont des questions qui amènent des réticences. Mais le fait a été accompli, c'est au Qatar que ça se passe.
Je n'ai pas boycotté. D'ailleurs, je peux ajouter une chose. D'ailleurs, j'étais dans le sentiment suivant. Voilà. Vous connaissez tous les résolutions du 1er de l'an. Je vais faire un régime, je ne boirai plus, je ne fumerai plus, etc. Et puis le 4 janvier, c'est oublié. Alors si j'avais dit je vais boycotter cette Coupe du Monde, je suis sûr que c'est comme les résolutions du 1er de l'an, j'aurais oublié au bout de 3 jours. Jean-Baptiste Forêt, vous nous dites que vous n'allez jamais rater un match des Bleus depuis une éternité, depuis votre enfance. Est-ce que vous êtes posé la question du boycott et qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette organisation au Qatar? Bon, maintenant qu'elle est décidée, vous avez regardé les matchs, mais est-ce que ça vous a surpris et est-ce que c'était vraiment le pays pour organiser une Coupe du Monde? J'ai pas de particulière sympathie comme pour le Qatar, hein, comme beaucoup de Français. C'est quand même une Coupe du Monde qui coûte les yeux de la tête, hein, 187 milliards, c'est-à-dire 143 fois plus que la Coupe du Monde qui avait été organisée en France en 98. Hein, il n'y a pas besoin de remonter à Mathusalem. Et effectivement, cette monarchie gazière n'a aucune culture footballistique, contrairement par exemple au Brésil en 2014 ou à l'Allemagne en 2006. Donc d'une certaine façon, pour reprendre la classification de l'essayiste britannique David Goodhart, c'est un peu la Coupe du Monde des anywhere, d'une certaine façon. Ceux qui ne sont de nulle part. On rappelle peut-être pour nos auditeurs la classification de David Goodhart, c'était au moment du Brexit, qui disait que ça opposait les somewhere et les anywhere. Et les Qataris sont quand même plutôt des anywhere, hein, en opposition aux somewhere qui sont incarnés par les équipes nationales. C'est d'ailleurs ça la magie de cette Coupe du Monde, qui est un événement globalisé, planétaire, immense, mais qui en même temps ravive les fiertés nationales, qui est un outil, un instrument de réconciliation nationale, particulièrement en ce moment. Enfin, c'est un petit coin de ciel bleu au cœur d'un hiver quand même plombé quand même par l'inflation monstre, par les coupures électriques, par le désastre du secteur nucléaire français. Cette France, Robert Redeker l'a dit, c'était la France des perdants magnifiques, c'était la France de Séville, c'était la France des poteaux carrés des Verts, c'était un peu la France de Poulidor, l'équipe de France de foot. Et aujourd'hui, ce qui est assez fascinant, c'est que la France est en train de devenir l'Allemagne. C'est-à-dire que le rêve des élites françaises s'accomplit, mais uniquement dans le secteur du football. Et on repense à la fameuse phrase de Gary Lineker, le foot est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais aujourd'hui, on pourrait dire de la France, ouais. On a l'impression que c'est la France qui joue ce rôle-là, sous réserve quand même du match qui aura lieu cet après-midi. Robert Redeker, Jean-Baptiste Forêt disait que c'était quand même un coin de ciel bleu justement dans une période extrêmement morose, que ça ravivait les fiertés nationales. Est-ce que ça peut être un réel instrument politique? Emmanuel Macron finalement a fait le déplacement en demi-finale. Il sera dans quelques heures au Qatar de nouveau. On voit bien que l'empreinte carbone n'a pas beaucoup joué dans sa décision. Est-ce que ça peut lui profiter dans son contexte difficile? Alors, comme à son habitude, Emmanuel Macron a raconté des carabistouilles, et il le savait lorsqu'il a dit il ne faut pas mêler la politique avec le sport. Sous-entendu, le sport n'est pas politique. Alors, est-ce que ça peut lui profiter? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que les Français sont habitués au revirement, au sophisme d'Emmanuel Macron, et ils sont habitués aussi à l'auto-mise en scène. Enfin, on a vu des photos extraordinaires de Macron lors de la demi-finale comme le Maroc, et je crois que il regarde Macron comme il regarde un acteur, parfois bon, parfois mauvais, et politiquement, ça ne lui profitera pas, je ne crois pas. Ça avait beaucoup profité à Jacques Chirac, on s'en souvient, et c'est vrai que ça n'avait pas profité en Russie il y a 4 ans à Emmanuel Macron, parce qu'il y avait eu l'affaire Benalla, souvenez-vous, juste derrière. Vous pensez que ce sera je ne sais pas s'il y aura une affaire Benalla ou un Qatargate, pourquoi pas, mais est-ce que vous pensez que ça peut profiter quand même politiquement à Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Forêt?
Il est un peu tôt pour le dire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a décrété une sorte de trêve en fait pendant cette Coupe du Monde, puisqu'il a mis la réforme des retraites entre parenthèses. On connaissait la trêve de Dieu. Maintenant, il y a la trêve, la trêve du foot. Un écrivain britannique disait que le foot était la religion laïque du prolétariat. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a quand même compris le phénomène, tout comme Jacques Chirac. Alors le paradoxe, vous en parliez, de 1998, c'est que Jacques Chirac ne connaissait rien au foot, alors qu'Emmanuel Macron, comme l'avait dit Michel Platini, il aimait les sportifs, mais un peu moins le sport. Mais Jacques Chirac, il avait eu ce flair de s'identifier à Aimé Jacquet. Et en fait, Aimé Jacquet, en 98, c'était le Jacques Chirac de 95, c'est-à-dire celui qui avait face à lui les sachants, les élites. En l'espèce, c'était l'équipe, enfin les journalistes parisiens de l'équipe. Lui, il était le petit ajusteur de la Loire, d'un village de la Loire. Et Jacques Chirac a joué merveilleusement cette carte-là, et ça lui a servi d'opération reconquête. Finalement, la remontada de Jacques Chirac de 98 à 2002 commence le 12 juillet 98. On se souvient de ces images dans les jardins de l'Élysée. On avait le sentiment que c'est pas Zidane qui avait gagné la Coupe du Monde, c'était Jacques Chirac. Et Emmanuel Macron, effectivement, lui a été privé de cette Coupe du Monde en 2018 par l'affaire Benalla, qui a éclaté quelques jours après seulement, et puis par les Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ont succédé au maillot bleu pour le plus grand malheur du président. Jean-Baptiste Forêt, merci. Robert Redeker, merci d'être avec nous sur Sud Radio. En toute vérité, on continue à parler football, pas forcément d'analyse technico-tactique, mais le football est aussi un fait de société, un fait politique. Et on continue à en parler après une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, à quelques heures de cette finale que nous attendons nous tous entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine. Une fois n'est pas coutume, nous parlons football dans cette émission, mais le football, c'est pas seulement du sport, c'est aussi de la politique, c'est aussi un fait de société. Nos invités, Robert Redeker, peut-on encore aimer le football? C'est aux éditions du Rocher, et Jean-Baptiste Forêt au cœur du grand déclassement, la fierté perdue de Peugeot-Sochaux, qui raconte l'histoire de ce club, le lien de ce club avec cette ville, mais aussi avec l'usine Peugeot. On va en parler. C'est aux éditions du Cerf. C'est paru l'année dernière, et c'est passionnant et très émouvant. Peut-être une question pour vous, Robert Redeker. Peut-on encore aimer le football? C'est la question que vous posiez dans votre livre en 2018. Quand on vous lit, vous faites un portrait du football qui est assez sombre, mais malgré tout, vous regardez les matchs. Oui, alors je voulais d'abord rebondir sur ce qui a été dit avant la pause publicitaire, parce que la comparaison entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron est très intéressante dans une perspective de philosophie politique, ce coup-là. Donc Machiavel vous explique dans Le Prince que il vaut mieux que le prince n'ait pas la religion du peuple, mais que le peuple croit que le prince pratique cette religion. Alors, et nous avons dit que le football est une religion laïque. Eh bien, Jacques Chirac ne croyait pas à cette religion, mais a très bien joué politiquement la comédie politique de la religion du football après 98. Alors que la difficulté qu'aura Emmanuel Macron, c'est la duplicité. Il est croyant en cette religion, et en même temps, il va jouer le rôle du prince qui fait semblant d'y croire. Hein. Et ça, c'est une difficulté politique. Et peut-être y aura-t-il quelques dérapages de son point de vue de ce côté-là. Alors, votre question, c'était, peut-on encore aimer le football? Oui, et toujours, parce que ce qui fait que l'on a parfois une certaine répugnance et un mouvement de recul, qu'est-ce que c'est alors, il y a des affaires de matchs truqués, hein, on sait le football tenu autour des paris par des mafias. Il y a les sommes en jeu qui sont délirantes. Bon, il y a le fait que
vous savez, la Ligue des Champions, ancienne Coupe d'Europe des clubs champions, c'était quelque chose de magnifique parce que le suspense était là. Hein, et des clubs comme des Pays-Bas ou venus des Pays-Bas ou d'Europe de l'Est pouvaient aller très très loin parce que c'était un système d'élimination directe dès les 16e de finale. Aujourd'hui, pour des raisons financières, la Ligue des Champions, c'est une sorte de club privé où l'on retrouve toujours les mêmes et le romantisme de l'élimination directe dès les 16e de finale a disparu. D'ailleurs, c'est le cas de toutes les autres Coupes d'Europe. Alors, avec tout cela, on peut avoir du mouvement de recul. On peut se dire, l'on perd beaucoup de ce que l'on aimait dans le football. Mais non, il suffit de regarder une partie, quel que soit le style de jeu, il suffit de regarder les matchs du Maroc, les matchs de l'équipe de France, ou bien comment c'était mon équipe favorite, comment la Belgique a été sortie dès le premier tour, l'Allemagne sortie dès le premier tour pour que cet amour que nous avons pour le football revive. Jean-Baptiste Forêt, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce football moderne, mondialisé, financiarisé, avec des stars millionnaires qui n'a pas grand-chose à voir avec le football que vous décrivez dans votre livre, ce club de Sochaux, du FC Sochaux, soutenu par Peugeot, qui a appartenu pendant très longtemps à Peugeot et qui faisait partie de l'âme de la ville et de l'âme de la classe ouvrière, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut encore s'identifier à ces footballeurs ? Sans doute moins. En même temps, le foot est quand même encore aujourd'hui le meilleur vecteur d'intégration républicaine. Il suffit de voir la composition de l'équipe. Je pense à des joueurs comme Upamecano, Dembélé, Mandanda, qui tous trois ont grandi dans un quartier populaire, un quartier chaud, d'Évreux. Et c'est en particulier Dembélé et Upamecano sont de la même génération et ils jouaient au foot dans la rue avec les pulls qui servaient pour faire les cages de foot. Mandanda est un peu plus âgé, il n'est pas de la même génération, mais ces joueurs-là ont fréquenté le même City Stade. Ils sont devenus des dieux du stade. Ousmane Dembélé, il a été transféré du Borussia Dortmund au Barça pour 145 millions d'euros. Et pourtant, c'est un joueur qui n'est pas dans le tout à l'ego. Donc on est quand même dans ce paradoxe-là qui est entretenu aussi par Didier Deschamps, qui avec des stars a su bâtir une équipe qui tient le choc. Mais effectivement, si on s'en tient aux grandes équipes aujourd'hui qui dominent le championnat de France, je pense en particulier au PSG, là on est tout à fait de nouveau chez les Anywhere. Enfin le public du Parc des Princes lui-même a totalement changé. C'est-à-dire que les classes populaires ont été exclues des tribunes, comme elles l'ont été de certains quartiers de la capitale. Christophe Guilluy raconte ça très bien dans son dernier livre, Les Dépossédés. Le titre est excellent. Et c'est un phénomène qu'on retrouve effectivement dans un certain nombre de villes, et en particulier à Sochaux, parce qu'à Sochaux, on fabriquait les joueurs de foot comme on fabriquait les voitures Peugeot. Le stade était juste à côté de l'usine, et les joueurs eux-mêmes s'appelaient les ouvriers, les ouvriers du foot. Et quand Sochaux a joué une finale de Coupe de France en 2004, toute l'usine était pavoisée aux couleurs du lion de Sochaux. Et dans l'équipe, il y avait des joueurs comme Benoît Pedretti, comme Kamal Meriem, comme Pierre-Alain Fro, qui faisaient la visite annuelle à l'usine et qui à ce moment-là claquaient la bise à leur père, à leur frère. Enfin, on était vraiment dans le même bain, le même moule. Et tout ça a volé en éclats au milieu des années 2010, au moment où Peugeot a vendu ce club. Et Peugeot l'a pas vendu à n'importe qui. Peugeot l'a vendu à un homme d'affaires venu de Hong Kong qui a littéralement saccagé la mémoire de ce club qui est un petit bijou du championnat de France, un petit monument. Le FC Sochaux, c'est le club qui a inventé le foot professionnel dans les
Dans les années 20, d'ailleurs, c'est pas aussi simple que ça, le foot populaire et le foot, on dirait, gentrifié aujourd'hui, parce que dans les années 30, le FC Sochaux faisait venir des stars internationales. C'était un peu le PSG de l'époque. Ça a toujours eu une forme de mélange, cela dit. Pour en revenir effectivement à l'histoire du FC Sochaux, quand Peugeot s'en débarrasse, c'est en 2014, je crois, il y a cette phrase de la conseillère en communication qui est presque un lapsus révélateur, qui dit on s'en débarrasse parce qu'on veut monter en gamme aujourd'hui, comme si voilà, le public du football justement était un public de somewhere et donc un public de classe populaire bas de gamme en quelque sorte. Et elle ajoute que le football véhicule des valeurs populaires, ce qui semble poser quelques difficultés dans sa bouche. Ils font du tennis, ils préfèrent investir dans le tennis, je crois. Exactement. Également dans le rugby, le Lion est présent sur le maillot du 15 du stade toulousain, alors que Peugeot n'a pas la moindre implantation dans la région. Mais le rugby, c'est un sport plus in. Toulouse est une métropole davantage composée de CSP+, qui forme aujourd'hui le gros de la clientèle de Peugeot, qui effectivement est montée en gamme avec ses SUV. Mais cette petite phrase a évidemment été ressentie comme une gifle par les habitants du pays de Montbéliard, par les sans-dents en quelque sorte, ceux qui ne sont rien. Et ce qui est assez fascinant dans cette petite phrase, c'est que la directrice des partenariats nie l'histoire de sa propre entreprise, Peugeot, et c'est tout à fait symptomatique à mes yeux de l'évolution de ces multinationales. C'est d'ailleurs cette petite phrase qui m'a donné envie de raconter ce livre qui évoque la rupture entre un grand empire paternaliste à l'époque, très très enraciné, et puis le passage de ce grand empire à une multinationale anonyme, basée à Amsterdam, avec un président qui a ses bureaux à Turin, à Détroit, à Amsterdam, président dont David Degouille, qui est un essayiste et qui est un grand fan du FC Sochaux, m'avait dit: on n'a pas eu de chance, on est tombé sur le seul Portugais qui aime pas le foot. Donc il a largué le FC Monsieur Sochaux. Tavares, pour ne pas le citer. Merci Jean-Baptiste Forêt d'être avec nous. Merci Robert Redeker. On parle de foot ce dimanche sur Sud Radio à quelques heures de la finale de la Coupe du Monde. Est-ce que cette finale et la victoire qu'on espère de l'équipe de France peut-elle être un antidote au déclassement et au malaise français? On en parle après une courte pause avec Jean-Baptiste Forêt et avec Robert Redeker, toujours sur Sud Radio, toujours en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. On est de retour sur Sud Radio en toute vérité. Plus que quelques heures avant que cette finale qu'on attend tous entre l'Argentine et l'équipe de France, l'Argentine de Messi, l'équipe de France de Didier Deschamps. Cela dit, c'est plus que du sport, le football, c'est de la politique, de la société. On en parle avec Jean-Baptiste Forêt, auteur Au cœur du grand déclassement, la fierté perdue de Peugeot Sochaux, et avec Robert Redeker, le philosophe, qui était l'auteur il y a quelques années d'un livre qui s'appelait Peut-on encore aimer le football? Je crois que Robert Redeker et Jean-Baptiste Forêt aiment le football malgré tous ses défauts. On parlait du grand déclassement avant la pause avec Jean-Baptiste Forêt d'un football qui devenait de moins en moins populaire, mais qui suscite quand même des émotions, une forme d'élan patriotique dans le pays. Les Français sortent dans la rue à ce moment-là. Est-ce que Robert Redeker, une nouvelle victoire de la France peut contribuer à réconcilier la France avec elle-même dans une période morose, de malaise identitaire, de déclassement économique et social? Est-ce que cette victoire peut faire du bien ou est-ce qu'elle va être très vite oubliée? Cette victoire, on n'en sait rien, mais cette éventuelle victoire et cette belle épopée déjà. Voilà, la réponse que je vais donner doit être éclairée par le prolongement que je propose à ce qui a été dit avant la pause publicitaire et qui est vraiment passionnant. Alors le prolongement, c'est le prolongement suivant. À partir de l'arrêt Bosman, a commencé à disparaître le football émanation d'une... Pour nos auditeurs, vous pouvez rappeler rapidement ce qu'est l'arrêt Bosman pour nos auditeurs.
Ah oui, l'arrêt Bosman, c'est une décision de justice qui délie en quelque sorte les joueurs de football de leur club formateur, de leur club d'origine, et qui les assimile à n'importe quel travailleur, n'importe quel salarié. Bon. À partir de ce moment-là, nous entrons dans une logique du tout argent, de l'argent absolu. Et nous avions jusque-là des équipes. Alors, Sochaux était évoqué, mais on pouvait dire aussi Lens, on pouvait dire aussi Nantes avec le jeu à la nantaise, on pouvait dire aussi Saint-Étienne, qui était quand même l'émanation d'une population, d'un terroir. Bon. Et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, où si vous regardez l'effectif des grandes équipes de la première division, enfin de la Ligue 1, et même du national, qui correspond en troisième division, vous avez des gens qui viennent d'un peu partout, mais qui en fait ne sont plus de nulle part, et ne sont plus de quelque part, sont de nulle part, mais en même temps, le public les supporters s'identifient, mais plus aux joueurs, ils s'identifient au club et à l'histoire, si vous voulez. Parce que les joueurs sont devenus, en quelque sorte, comme s'ils vivaient dans un monde parallèle, comme s'ils vivaient dans un autre univers déconnecté de l'univers des supporters, de l'univers de la population qui aime ce sport. Mais finalement, ce n'est plus les joueurs qu'elle aime, en général, c'est le club, l'effigie du club, le maillot, le drapeau du club, si vous voulez, c'est cela. Alors le parallèle a été fait avec le rugby. Donc, je suis aussi un grand amoureux. Je vis depuis l'enfance dans une région de rugby, et l'on sait, cela a été écrit par des auteurs éminents, que chaque ville avait son style. Quand il y avait dans le championnat de France de rugby 64 équipes en première division, il y avait le style partout. Aujourd'hui, la logique de l'argent est arrivée. Il est vrai, le Stade Toulousain recrute des gens, des joueurs dans le monde entier, et ça devient quelque chose CSP+. Ce n'est pas vraiment le cas pour Fédéral 1 ou Fédéral 2. Voilà. Alors, une fois ceci considéré, cette coupure, cette séparation considérée, je peux répondre à votre question. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que cela va oui, ma casser. question qui était, est-ce que ça peut rassembler et réconcilier la France avec elle-même? Oui, parce que évidemment tout le monde est heureux. Je suppose, à commencer par votre serviteur, tout le monde est heureux de voir l'équipe de France gagner, quelles que soient les circonstances. On pourrait dire, mais vous n'aimez pas le football. Si ce que vous aimez, c'est que la France gagne, même si elle joue mal. Ben oui, je l'avoue. J'aime voir gagner la France, même quand elle joue mal. Voilà. Alors, est-ce que cela peut réconcilier la France? Alors, que s'est-il passé avec elle-même? Que s'est-il passé en 98? Alors, bon, on a dit, voilà, c'est la France réunie, black, blanc, beurre, mais ça a été une illusion qui n'a duré que quelques semaines ou quelques mois. Et depuis 98, les fractures françaises et les questions identitaires, qui sont liées, n'ont cessé de s'agrandir. Donc, j'espère que l'enthousiasme collectif que cette victoire suscitera durera, mais je ne le crois pas vraiment. Jean-Baptiste Forêt, est-ce que le football suscite de l'unité, est un vecteur d'unité nationale, ou est-ce qu'il révèle les fractures? Effectivement, on se souvient tous de 98, l'euphorie qui régnait, la France black, blanc, beurre, mais un an après, il y avait le fameux France-Algérie avec le terrain, le Stade de France envahi, les sifflets. Là où on a vu que ça pouvait être compliqué lorsque le Maroc jouait, qu'il fallait mettre un dispositif policier
aussi très très importante. Donc voilà, est-ce que le football est le miroir d'une France ou d'une Europe fracturée, ou est-ce que c'est quand même un facteur de lien puissant et qui peut peut-être pas réconcilier le pays, mais lui faire du bien quelque temps? Oui, l'équipe de France c'est quand même un rouleau compresseur qui écrase toutes les passions tristes, hein, comme pour parler comme Emmanuel Macron, qui encombre parfois le débat public. C'est quand même fascinant de voir aujourd'hui que sur les réseaux sociaux on s'empaille non-stop du matin au soir, que les côtes de bœuf ou les jets privés suscitent des batailles homériques proches de la guerre civile. Et dès que l'équipe de France entre en scène, il y a quand même une sorte de trêve, en particulier depuis 98, puisque finalement près de la moitié des Français, à savoir les femmes, ne s'intéressaient pas tellement au football avant cette Coupe du Monde de 98. Aujourd'hui, c'est devenu un moment de communion nationale, avec encore plus de 20 millions de téléspectateurs présents devant leur poste lors de la demi-finale contre le Maroc. Et ça, les politiques l'ont bien compris, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport qui se veut fusionnel avec l'équipe de France. Emmanuel Macron a encore sommé les joueurs de gagner contre l'Argentine. Enfin, qui imagine le général de Gaulle tenir ce type de propos? J'ai dans le rapport du général de Gaulle, c'est cette fameuse image où on le voit recevoir un ballon qui avait atterri totalement involontairement sur ses genoux lors d'une finale de Coupe de France. Je crois que c'était en 1967 au Parc des Princes. Giscard, oui. On a de vagues souvenirs de Valéry Giscard d'Estaing jouant au football de manière assez peu orthodoxe. Georges Pompidou, on se souvient pas du tout de lui avec un ballon de foot. François Mitterrand, pas tellement. Je veux dire en 84. Pourtant l'Euro avait lieu en France. Il a simplement remis la coupe à la fin. Sinon il n'a pas été présent du tout. Et la victoire des Bleus, c'était le 7e ou le 8e titre du JT d'Antenne 2 le lendemain. Depuis 98, le foot occupe absolument tout l'espace. Donc si les Bleus l'emportent, il y aura quand même une forme d'état de grâce. Mais on l'a dit tout à l'heure, finalement Emmanuel Macron, la victoire des Bleus en 2018, ça a été le début de la fin d'une certaine façon, enfin la fin de l'état de grâce, tout du moins, puisqu'il est quand même toujours en place. Mais on se souvient de cette image d'Emmanuel Macron exultant après le but des Bleus. Enfin c'était Napoléon au Pont d'Arcole. Et puis quelques jours après, ça s'est légèrement compliqué pour lui. Robert Redeker, vous vouliez réagir, je crois? Oui, simplement, lorsqu'il était question du général de Gaulle, mais c'est quand même très très lié à la religion laïque dont il était question tout à l'heure. De Gaulle allait à l'église, mais il n'allait pas au stade. Bon. Et je crois que là, le fait que Macron va au stade, alors je ne sais pas s'il va à l'église, mais ce serait très très mal vu aujourd'hui. Ça n'était pas mal vu du tout du temps de Gaulle, même de Pompidou. Hein. La laïcité a changé, la perception de la laïcité a changé. C'est une question intéressante, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je crois que cette différence entre De Gaulle et Macron, c'est-à-dire De Gaulle, la religion traditionnelle des Français ou la plupart des Français depuis des siècles, et Macron, peut-être la nouvelle religion laïque avec la nouvelle sacralité, alors qui est une sacralité bien sûr en top, et tous les deux finalement dans leur rôle. Alors oui, pour Sarkozy, il y avait l'amour du cycliste. Le Tour de France, on se souvient, s'est arrêté à Colombey les deux églises devant le domicile du général de Gaulle. C'était la petite remarque, la petite incise que je... Un petit point historique qui était fort intéressant. On continue à parler football, à parler équipe de France, dont on espère qu'elle va gagner dans quelques heures contre l'Argentine. Après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité avec Robert Redeker et Jean-Baptiste Forêt. À tout de suite pour une dernière partie consacrée au foot, à la politique, à la société. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour sur Sud Radio à quelques heures de la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France, bien sûr, avec Jean-Baptiste Forêt, auteur de Au cœur du grand déclassement, la fierté perdue de Peugeot-Sochaux, paru l'année dernière aux éditions du CERF, un livre magnifique qui évoque le club du FC Sochaux, ses liens avec Peugeot, et Robert Redeker, le philosophe, auteur de Peut-on encore aimer le football, c'est paru aux éditions du Rocher en 2018. On poursuit cette conversation sur le foot qui est plus que du foot, qui est aussi de la politique, de la société, qui est aussi le reflet, on le disait un peu avant la pause, de nos fractures sociales, mais aussi peut-être de nos fractures identitaires. Robert Redeker, vous avez publié une tribune dans les pages du Figaro sur Olivier Giroud, qui est un peu la surprise de ce mondial, qui n'était quasiment pas sur la liste de Didier Deschamps et qui en passe de devenir l'un des héros de ce mondial, et vous avez été accusé et vous avez cette tribune qui s'appelait Giroud, le héros de la France populaire, et le Parisien vous a accusé de transformer Olivier Giroud, vous et quelques autres, en icône de la droite dure. À un moment donné dans cette tribune qui est très belle, que je vous invite à lire sur le Figaro, vous parlez d'Olivier Giroud comme d'un Gaulois réfractaire. Le Parisien y a vu une référence à sa couleur de peau. Alors est-ce que c'était le cas, Robert Redeker, et qu'est-ce que vous vouliez dire par là, Giroud, héros populaire, Gaulois réfractaire? Gaulois réfractaire, je ne sais pas quelle était la couleur, c'est pas une affaire de couleur de peau. Gaulois réfractaire, c'est une affaire de résistance au nouveau monde que Macron représente très bien. D'ailleurs, monde techno, monde parallèle, presque monde de science-fiction, que l'on essaie de nous imposer, ou plutôt l'on essaie de transformer notre cher et vieux pays, comme disait le général de Gaulle, en quelque chose de, d'aseptisé, voilà, c'était Gaulois réfractaire, ça veut dire, finalement, et c'est Macron qui a très bien compris ça, dès le départ. Gaulois réfractaire, ça veut dire résistant au monde dans lequel l'on essaie de nous faire vivre. C'est ça que ça veut dire. Gaulois réfractaire, cela signifie, mais je crois que l'actuel président du Parti communiste serait peut-être d'accord avec cela. Gaulois réfractaire, cela veut dire aussi enraciné dans certaines traditions que l'on veut arracher, et ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ni avec une affaire. Je suis un enfant d'immigration, moi aussi. J'ai été naturalisé, enfin j'ai choisi la nationalité française au tribunal de grande instance, puisqu'à l'époque il fallait aller au tribunal, même si vous étiez né en France. J'étais né en France de 2 parents étrangers. À 21 ans, je suis allé en 1975 au tribunal de grande instance, vous voyez, opter pour la nationalité française. Donc, qu'est-ce que cette accusation? C'est une accusation tout à fait déplacée, venue de personnes qui ne me connaissent pas. Jean-Baptiste Forêt, qu'est-ce que vous pensez de ce parcours de Giroud, qui est en termes, je dirais, presque romanesque? Il y a quelque chose de romanesque dans ce parcours. Ce joueur qui ne devait pas être là, qui se bat. En fait, on le jette par la fenêtre, enfin par la porte. Il revient par la fenêtre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il vous a fait vibrer ce joueur? Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a une forme de dualité avec Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, vous parliez de science-fiction, Robert Redeker, à propos d'Emmanuel Macron. Kylian Mbappé, il est décrit comme une sorte d'extraterrestre.
c'est un martien, c'est un joueur comme on en aura un par siècle. Kylian Mbappé, il marche sur les pas de Pelé. Au moment où Pelé se meurt, peut-être un nouveau roi va surgir au Qatar. On l'espère cet après-midi. Et Kylian Mbappé, contrairement à Olivier Giroud, c'est une superstar. Olivier Giroud, on a l'impression que c'est le gars qu'on peut croiser au supermarché. Et on s'identifie beaucoup plus facilement à lui parce qu'il a mangé de la vache enragée. Il a joué dans des clubs de second rang. Il a connu les bas-fonds de la Ligue 2. Il a connu Istres, il a connu Tours, il a connu Grenoble. Il est entré en équipe de France beaucoup plus tard que les autres. On l'a enterré, vous l'avez dit, Alexandre, on l'a enterré 20 fois. Et 20 fois, il a réussi à renaître de ses cendres. Donc c'est évidemment le héros de cette équipe. Il faut pas oublier aussi Antoine Griezmann, qu'on avait tendance à enterrer, qui a été passeur, qui a été dernier défenseur. On espère qu'il sera buteur très prochainement. Il y a vraiment des personnages en fait au sein de cette équipe de France, et on peut s'identifier à eux. Alors peut-être un petit peu comme sur Netflix, il y a peut-être des segments. Il y a le segment Mbappé, puis y avoir le segment Giroud. Ça peut correspondre effectivement à certaines fractures politiques, mais on peut aimer Mbappé et Giroud. C'est mon cas. Enfin, je veux dire, c'est le cas de la majorité des supporters de l'équipe de France. C'est la phrase de Marc Bloch. Bon, le foot est quand même quelque chose de microscopique à côté de l'histoire, mais quand même, Marc Bloch qui disait il n'est qu'un pauvre cœur que celui qui ne peut avoir qu'un seul amour. Je crois que c'était. Oui, et puis il y avait aussi ceux qui ne vibrent pas au récit du sacre de Reims et à l'évocation de la fête de la fédération n'ont rien compris à l'histoire de France. C'est pareil. Je veux dire, les gens qui n'aiment pas Mbappé et qui aiment Giroud, ils n'ont rien compris à l'équipe de France et inversement. Mais je crois que les supporters de l'équipe de France, pour la plupart, aiment les deux effectivement, et que dans l'amour de Giroud, il y a aussi le goût de la France pour les outsiders, j'allais dire, pour ceux qui doivent se battre, qui ont souffert. Et d'ailleurs, parfois l'équipe de Platini qui a beaucoup moins gagné que celle de 98 et celle-ci est plus aimée parce qu'elle était plus romantique aussi. Est-ce que c'est une dimension qui se perd, Robert Redeker, la dimension romantique du football? Alors, on la retrouve dans la sympathie que les supporters, au-delà des supporters, le peuple, a pour Olivier Giroud sur le point suivant. Giroud est quelqu'un que l'on cherche toujours à écarter. Quelqu'un que les élites footballistiques, journalistiques, culturelles n'aiment pas. Voilà. Et chaque fois qu'on cherche à l'écarter, il est capable de marquer un but à l'instant où Didier Deschamps veut le sortir. Donc c'est un contre l'Angleterre, on le rappelle, de la résurrection de ce point de vue-là. Bon, évidemment, le football pratiqué aujourd'hui par l'équipe de France est beaucoup moins joli à regarder que celui de Platini, de l'équipe de Platini, avec le carré magique, là, qui était un football de rêve, mais qui, en même temps, était moins efficace que celui d'aujourd'hui, qui est plus âpre, mais c'est une âpreté qui ne manque pas de beauté. Alors, l'on vient de dire, ce n'est que le football, mais dans le football, donc c'est dérisoire, mais il y a de la beauté dans le dérisoire. Ce n'est pas la grande beauté des grandes cathédrales et des grandes œuvres d'art, mais c'est une beauté touchante parce que c'est une beauté qui est là dans une activité qui, au fond, n'a pas grande importance et que nous aimons peut-être par là même à cause de cela. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous demander, parce que le temps tourne, on est presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous retenez justement comme moment de cette Coupe du Monde, Jean-Baptiste Forest? Si vous deviez retenir un ou deux instants, qu'est-ce qui vous a marqué?
À coup sûr, avant la finale, bien sûr, on espère vibrer encore. Mais... À coup sûr, le succès des Bleus face à l'Angleterre, face à la perfide Albion, c'est la revanche de Napoléon. C'est une victoire qui a quelque peu quand même effacé le souvenir cuisant de Waterloo et de Trafalgar. Vous parliez, Robert Redeker, de l'équipe romantique de 1982. Moi, je maintiens que cette équipe de France, elle ressemble plus à l'Allemagne, hein, cette espèce de froide efficacité, on dirait un peu néolibéral d'une certaine manière. Les fautes et la brutalité en moins. Aujourd'hui, non, on n'a pas de Schumacher et tant mieux. Et heureusement, l'Allemagne ne se réduit pas à Schumacher, mais il y a une culture de la gagne qui a été insufflée par Didier Deschamps, qui a une haine viscérale de la défaite. Moi, je suis un vieux supporter du FC Nantes. J'ai vu jouer Didier Deschamps quand il avait 19 ans à la Beaujoire. J'étais tout gamin et déjà c'était un gagneur. Et le titre de l'Olympique de Marseille avec Didier Deschamps en 93, c'est sans doute le point d'origine de ces grandes épopées de 98, de 2006, de 2018 et de 2022. Cette culture de la gagne, elle n'existait pas. Elle a été insufflée en particulier par Didier Deschamps, qu'on avait aussi un petit peu enterré, un peu méprisé. L'Euro avait été difficile. Et alors là, on était un peu encore dans la guerre des égos. Il a su réussir une sorte d'alliage de miracle français, Didier Deschamps. Robert Redeker, ensuite, je vous poserai la dernière question. C'est quel est votre pronostic pour tout à l'heure? Mais de manière très courte, quelle image vous retenez de ce mondial? Messi, Modric, Argentine, Croatie, deux joueurs qui ont fait des choses merveilleuses dans ce match-là. Voilà. Et dans leur carrière, deux géants effectivement, dont c'était sans doute pour le Croate le dernier match de sa carrière en Coupe du Monde. Et Messi s'offre un dernier match. On espère que ce sera une défaite, même si on a beaucoup d'admiration pour son immense carrière. Quel est votre pronostic, Jean-Baptiste Forêt, pour tout à l'heure? 2-1 pour les Bleus. Robert Redeker? Alors, j'espère que Messi fera un très bon match et un très mauvais match les autres Argentins. Donc, 3-1 pour les Bleus. 3-1 pour les Bleus. Allez les Bleus, on sera tous devant notre télévision tout à l'heure. On espère effectivement que la victoire sera une nouvelle fois au rendez-vous. Et voilà. Et en attendant, moi je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine en espérant pouvoir fêter la victoire. Allez les Bleus, à tout à l'heure. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.